Bonjour, alors on est en pleine discussion sur le système nerveux neurovégétatif et l'endocrinologie, puis on voulait vous faire profiter de quelques réflexions et vous expliquer un petit mécanisme dans lequel vous allez tous vous retrouver, c'est celui de la formation des pathologies dans le cadre des stress émotionnels. Alors vous avez comme une bande ici qui décrit en fait votre bande de résilience. Si vous avez des stress plus ou moins élevés, vous arriverez à les conjurer et à ne pas les somatiser. Mais si vous sortez de cette bande de résilience et que vous êtes en hypersympathicotonie, ça s'appelle comme ça, vous allez commencer à marquer des stress dès l'instant où ils sont vécus en pic et dans l'isolement. C'est-à-dire que même si vous vous confiez à une tierce personne, le stress psychologique accumulé ne sera pas libéré. À ce moment-là, vous allez faire des conflits actifs, donc déclencher certaines pathologies, et vous allez reconnaître aussi que certaines personnes, dès l'instant où elles rentrent en parasympathicotonie ou également vagotonie, c'est-à-dire dès qu'elles se reposent, c'est à ce moment-là qu'elles vont déclencher un stress ou une pathologie. Vous remarquerez certaines personnes qui, par exemple, souffrent de ne pas être bien au travail toute la semaine et qui vont se mettre en résolution de conflits le week-end et marquer des migraines le week-end. Donc il y a deux possibilités de marquer la pathologie depuis le stress, c'est en hypersympathicotonie, en conflit actif, ou lorsque vous le récupérez, lorsque vous êtes détendu, c'est à ce moment-là que vous allez déclencher une pathologie en récupération. Donc il y a beaucoup de champs d'application, et je profite d'avoir Jean-Christophe Charrier pour vous emmener sur un autre champ d'application qui est celui de l'endobiogénie. Et on pourrait prendre l'exemple d'une migraine justement du week-end. Ah, la fameuse migraine du week-end. C'est ça. Elle est bien chiante celle-là. C'est comme le fait de tomber malade toute la semaine de ses vacances, alors qu'on a tenu. C'est aussi la poussée d'herpès, c'est aussi même le zona parfois, Ouais, qui arrive après les périodes difficiles. Justement, on est en lutte, on est en permanence en lutte. Et donc on a cet alpha sympathique qui vient nous informer en passant par le locus ceruleus, qu'on appelle aussi la tache bleue dans le cerveau, et qui vient informer notre organisme de la situation de stress. Et l'impact de cet alpha sympathique, cette sympathicotonie, comme tu l'as C'est très quand bien on dit, est en haut là, voilà. un pic de stress vécu dans l'isolement. Ça va faire quoi? Ça va cibler en même temps. Ça va aller réveiller au niveau hypothalamique l'axe corticotrope avec le CRF, mais aussi l'axe thyréotrope avec la TRH. Thyroïde. Voilà. Et ça va aussi réveiller dans le même temps au niveau hypophysaire l'axe corticotrope avec la CTH. Surrénal. Voilà. Donc le CRF et la CTH vont aller tous les deux. Enfin, le CRF stimule la CTH qui va stimuler la surrénale. Et ce qu'on voit, c'est que la CTH, elle est allumée deux fois, on va dire. La TRH, l'axe thyréotrope, va avoir un impact important sur notre psyché, parce qu'il y a des liens très très forts entre l'axe thyréotrope et notre esprit, en fait. C'est ça. Et ce qu'on peut voir quand on est dans l'isolement, c'est qu'on peut aussi être carrément dans la dissociation entre ces deux axes-là qui n'arrivent plus à communiquer pour des raisons multiples. Et quand au quotidien, on est dans une lutte et qu'on doit assumer une charge et qu'on va tenir le coup parce qu'on s'est donné cette obligation, eh bien on tient le coup. Et puis le jour où on est en phase de repos, de récupération, eh bien, tout ce qui était un peu dans le bruit de fond et qu'on a des difficultés à réguler se mettent à s'exprimer parce que justement on baisse les défenses beaucoup trop tôt. Et puis toute cette accumulation d'énergie mal dispensée va révéler et réveiller des gros conflits qu'on peut avoir au niveau neurovégétatif dans les régulations entre le parasympathique et l'alpha sympathique, l'alpha et l'ortho, parce que l'orthosympathique, l'alpha et le bêta, pardon, parce que le bêta, lui, ne dépend fonctionnellement que de la surrénale et de l'adrénaline. Donc toute cette régulation-là, elle baisse parce qu'on est en phase de repos. Et donc tous les conflits larvants, ils explosent à ce moment-là. Et du coup, pour revenir sur la migraine, on est sur un gros niveau de conflit entre le parasympathique et l'alpha sympathique qui entraîne des décharges sérotoninergiques et qui va nourrir ce petit fond inflammatoire entretenu par le para-inflammatique, par l'état congestif qu'on a avec notre parasympathique. Et on va avoir, grâce à cette sérotonine, ou à cause d'eux surtout, une augmentation de la spasmodicité vasculaire qui va nous réveiller cette fameuse migraine qui nous prend le samedi matin. Ouais, c'est ça. Par exemple.
Du coup, ça c'était très technique. Alors pour ceux que ça intéresse, vous savez de la matière. Et pour ceux qui, d'une manière beaucoup pragmatique, se disent, mais on fait quoi du coup avec tout ça parce qu'on n'a rien compris. Mais il y a quand même des plantes pour aider tout ça. Oui, bien sûr. En fait, il faut comprendre les mécanismes, il faut aller décortiquer, puis il faut aller chercher plein de choses. Ça, c'est notre boulot. C'est le boulot du médecin formé à l'endobiogénie, c'est le boulot de tous les paramédicaux qu'on forme à l'endobiogénie. Voilà, c'est d'aller avec notre niveau de compréhension percevoir, parce qu'on n'est que dans la perception des choses, en Ouais, fait. bien sûr. Ce qu'il y a dans les niveaux d'équilibre. Si on est sur du vivant, on est sur un individu qui est unique, qui a sa propre fonctionnalité, qui a plein d'autres éléments qui viennent interagir sur lui. Donc on vient aller chercher ce bruit de fond de fonctionnement de ces niveaux de conflit entre son parasympathique, son orthosympathique, entre autres. Et on a des gros traits cliniques qui nous permettent de le voir très rapidement. Et ça, on peut le régler avec des plantes toutes simples. Ouais. On a la lavande, qui est une plante extraordinaire. La lavande qui va freiner à la fois l'alpha et le para, donc qui va diminuer les niveaux de conflit et qui va tempérer en fait ce bruit de fond qu'on ne voit pas pendant toute la phase d'hyperactivité. Ouais. La lavande, en fait, qui va éviter d'aller trop haut et qui va surtout beaucoup soigner ce qui est en bas. Là. Voilà. Et qui tempère ces conflits. Quand on a un conflit entre le para et l'alpha, on a la sérotonine qui sert de médiateur dans ce conflit. C'est ainsi. Et vous savez, ou vous ne savez pas, mais je vais vous le dire, que la sérotonine, elle est là pour gérer la bonne humeur, déjà. Mais elle est surtout consommée dans notre ventre. Hein. Ouais. C'est le plus gros consommateur. Parce que c'est là qu'on a le plus de réactivité neurovégétative. Parce que c'est notre interface avec le monde. Ah, mais c'est ça. La première interface. Hein. Ouais. On nous dit que c'est le deuxième cerveau, mais là, on a le premier cerveau. En fait, parce que sûr. le ver de terre, dans la phylogénèse, il s'arrête là. Il n'a pas construit ce qu'il y a au-dessus. Hein, donc, ce qu'il y a au-dessus, ça s'est construit après. Donc, le premier cerveau dans la phylogénèse, il est là. Et la nature, elle fait bien les choses, parce qu'elle les fait de façon complexe, mais avec des outils simples, ceux qu'elle a déjà. Et elle a construit notre cerveau. Donc, on a ce lien entre le ventre et le cerveau qui est majeur dans ces régulations neurovégétatives. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre exemple, qui est celui de la migraine chronique chez beaucoup de personnes, on a l'ampoule d'Oddi, qui est justement dans le ventre, quelques centimètres à côté d'une bride, qui est souvent impliqué. Quoi. Ce sphincter qui est souvent contracté chez la majorité des gens, ce qui provoque par répercussion neurovégétative beaucoup de problèmes de cervicales, en fait. Alors c'est un gros conflit et c'est un gros centre à bien connaître, ce sphincter d'Oddi, parce que c'est lui qui va, c'est comme un anus en fait, hein, donc c'est un muscle circulaire, et qui va conditionner la libération de la bile et de tout ce que produit le pancréas, c'est-à-dire 2 litres de bicarbonate par jour, et puis toutes les enzymes de digestion, que ce soit pour les graisses, les viandes ou les sucres. Donc c'est là le carrefour qui va être paramétré en fonction de nos besoins métaboliques, et qui va équilibrer et bien gérer ce qu'on doit déverser comme enzyme par rapport à ce qu'on a mangé pour obtenir ce dont on a besoin pour fonctionner en fonction de nos besoins métaboliques. Donc il y a un calibrage qui est extrêmement complexe, mais qui est le centre de notre vie en fait. Le centre de notre interface avec le monde, il est réellement là. Ouais. Et parce que si je ne prends pas ce dont j'ai besoin, au final je vais mourir. Et si je prends trop, je vais mourir aussi. Si l'ampoule d'Oddi, si le sphincter d'Oddi est contracté, la vie est contractée. Donc il y a des champs d'application en acupuncture. Les ostéopathes en général savent ouvrir ce sphincter d'Oddi. Et puis il y a aussi des plantes pour ça. Oui, on a la fumeterre par exemple. Ouais. La fumeterre qu'on peut trouver sous la forme d'un très vieux médicament qui s'appelle Audibil. Hein, donc il y a tout dans le nom. C'est longtemps, c'est du bon marketing. Ça, je crois que ça date des années 20. Voilà, c'est de la fumeterre. La fumeterre est vraiment une plante majeure pour réguler ces spasmes du sphincter d'Oddi. Ouais. On la prendra jamais le matin, la fumeterre, parce qu'elle a une petite action sur le parasympathique. Et le matin, on est encore dans la léthargie de l'éveil. Donc, on a encore un peu de para qui est un peu trop présent, mais on va la prendre au midi et le soir, au cours du repas. Et ça va nous réguler beaucoup de ces spasmes et de ces fameuses migraines ou aussi de certaines sinusites chroniques. Ouais. Parce que tout ça, c'est lié. Complètement. C'est des fonctionnalités qui sont totalement liées. La sinusite qui est souvent liée au sphincter d'Oddi par justement des émotions en surdose, donc en hypersympathicotonie, est toujours vécue dans l'isolement, c'est la règle. Hein. Dès l'instant où vous vivez quelque chose de très fort,
vous pouvez rentrer en résolution. Dès l'instant où vous vivez la même chose assez forte dans le dépassement de votre système nerveux, mais isolé, c'est-à-dire que même si vous le communiquez à autrui, vous n'avez pas l'impression d'abaisser votre tension interne, c'est là où il y a des marqueurs biologiques qui vont se mettre en route. Et donc ce sphincter d'Oddi va encore plus se comprimer et lui, il va monter en pression. Et la pression va être égale plus ou moins dans les sinus aussi. Donc on va souvent retrouver des profils de sphincter d'Oddi bloqués avec des profils psychologiques de colériques qui ont comme point commun et d'avoir des problèmes digestifs et des problèmes de sinusite chronique liés aux surtensions en fait. Voilà, en fait, il faut comprendre que ce soit les sinus, la vésicule biliaire, la vessie, tout ça, c'est des poches qui reçoivent une production et qui vont se drainer. Et cette chasse de ces poches ou de ces vessies au sens large, elle se fait en même temps. Ouais. C'est-à-dire quand il y en a une qui a besoin de se libérer, elle entraîne une information qui a un effet rebond sur les autres. Ouais. Et le gros problème, c'est que pour les sinus, par exemple, c'est que c'est une poche qui est dans une boîte osseuse, donc elle ne peut pas s'expandre. Alors que votre vésicule ou votre vessie urinaire, quand elle a de l'espace, ça peut s'expandre, donc elle peut accumuler des liquides. Et le problème du sinus, lui, c'est que comme il ne peut pas s'expandre, il va s'inflammer très très vite. Et c'est pour ça qu'on rentre dans une chronicité. Et vous n'arriverez jamais à sortir de la chronicité de vos sinus seulement avec des plantes ORL qui vont les inflammer, ça va vous soulager, et vous allez rester en chronicité tant que vous n'aurez pas régulé. On fait les conflits neurovégétatifs qui vont exprimer surtout le spasme au niveau du sphincter d'Oddi. Ouais, c'est ça. C'est très remarquable. Ouais. Et dans le cadre de notre exemple qui était au départ la cervicalgie chronique, il y a une grande plante aussi, la camomille, je crois. La grande camomille. La grande camomille. C'est une grande plante, c'est la grande camomille. C'est ça. Sur les 3 camomilles principales, la grande camomille, elle est très importante justement pour réguler toute cette intensité de conflit. Et c'est un traitement de fond des migraines chroniques. En fait. Exactement. C'est le traitement de fond des migraines. Ce ne sera pas le traitement de la migraine aiguë. Mais quand vous donnez de la grande camomille au long cours chez les patients migraineux, on va avoir progressivement l'intensité des migraines de moins en moins forte. Et on va surtout voir la fréquence des migraines de plus en plus étendue. Donc quelqu'un qui nous faisait 3-4 migraines par semaine passe à une migraine par semaine ou une migraine par mois ou une migraine par trimestre. Et là où il était dans un inconfort majeur, il passe juste à la fin avec simplement la tête un peu lourde. Ouais. Après, il y a toujours d'autres choses à réguler, mais déjà, on est purement symptomatique avec cette plante qui est plein d'autres grandes propriétés aussi, autres que le simple fait anti-migraineux, mais qui est vraiment extraordinaire à utiliser au long cours. Super, je pense que c'était le mot de la fin. Donc, consommer, user et abuser de la grande camomille. J'ai un petit mot pour la fin. C'est que il y a quelque chose qui va entretenir et que vous faites certainement, et que moi j'ai déjà fait 2 fois depuis ce matin, tu vois de ce dont je parlais. Donc on est toxico à cette chose-là, et je l'avoue, je suis toxicomane à cette chose-là. C'est une boisson très commune qu'on appelle le café. Et le café, il est extrêmement pervers. Le café, il vient vous libérer dans un premier temps le sphincter d'Oddi. C'est ça. Donc, on est vachement bien, on a l'énergie. Et 3 heures après, en fait, il vient resserrer et il vient chroniciser la problématique. Ouais. Donc, j'ai fait un gros sevrage de café dans ma vie, mais de temps en temps, ça me rattrape. Surtout en déplacement comme ça. Mais parce que c'est pas forcément une mauvaise plante, c'est simplement le fait de la prendre de façon répétée, régulière et plusieurs fois dans la journée. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut arriver à casser. Il faut, si vous consommez beaucoup de café, faites au moins des sevrages de 2-3 jours et n'en prenez pas plus de 2 dans la journée. Et vous allez voir, vous allez déjà sortir beaucoup de ces problématiques. Ouais, le café qui est une plante intéressante, mais par excès, qui vient se greffer sur les récepteurs l'adénosine, donc qui entraîne encore plus de problèmes en fait nerveux, quoi. Donc du coup, pour résumer, pour nos migraineux chroniques, la grande camomille, et puis la suppression du café. Et la suppression du café. Et la méditation, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la TRH. Ah, la TRH, thyroïde. Voilà. Donc la TRH, c'est l'hormone hypothalamique qui va gérer tout cet axe-là et qui est en lien direct avec notre mental. Et on va être très très simple, mais c'est par le travail de respiration, de méditation qu'on va s'apaiser et qu'on va aussi diminuer ces niveaux de conflit et apaiser cet alpha sympathique, surtout dans la chronicité. Voilà. Super. Il nous faut tout ça. Un joli petit tour du matin. Voilà. À bientôt. À bientôt.